La mythologie grecque nous raconte qu'au début était le chaos, d'où le nom de ce podcast, et que de ce chaos sont nés les dieux ancestraux tels que Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel. Ils ont à leur tour eu des enfants, les titans, les cyclopes et les hécatonchyres, mais leur père, Ouranos, les a tous emprisonnés dans le Tartare. Cronos, le plus jeune des titans, a libéré ses frères et sœurs et émasculé son père. Le chaos et ses enfants. La mythologie grecque réinterprétée par Sophia Fabian. L'histoire se poursuit donc ici. Ouranos est vaincu, Gaïa et ses enfants délivrés. Cronos, célébré en libérateur, est désormais le plus puissant des dieux et entame son règne sur le monde. Mais Cronos n'est pas un bon souverain. Il n'est pas moins violent que son père Ouranos. Sa première action au pouvoir est de renvoyer les cyclopes et les hécatonchyres dans le Tartare, la partie la plus sombre des enfers, alors qu'il vient à peine de les libérer. Pourquoi ? Par simple méfiance. Cronos ligote les cyclopes et les hécatonchyres aux 100 bras, les enferme, et ensuite il poste aux portes des ténèbres une bête terrifiante, afin qu'il ne s'échappe pas. Ce monstre, c'est une fille de Gaïa avec le Tartare. Elle s'appelle Campé. Comment décrire Campé ? Tout d'abord, imaginez-vous une fille, une gigantesque fille couverte d'écailles avec des serpents en guise de pieds. Sa tête aussi est recouverte de serpents crachant du venin. Et cette géante fille reptile n'a pas une unique tête, mais 50. Parmi elles, des têtes de lions, de sangliers et toute autre sorte d'animaux rugissants. À son cou est suspendu un scorpion géant qui rampe dans son dos. Campé est donc un monstre multiplement hybride. De plus, elle peut se déplacer sur terre, dans l'eau et, grâce à ses grandes ailes noires, dans les airs. Et, si elle le souhaite, elle peut aussi déclencher des ouragans. C'est donc cette Campé que Cronos place devant les portes du Tartare pour surveiller les cyclopes et les hécatonchyres. Et il a bien besoin d'un être surpuissant comme elle pour pouvoir faire face aux cyclopes et hécatonchyres. Il concentre encore en eux la violence à l'état pur du chaos et incarne les phénomènes naturels indomptables comme les orages ou les tsunamis. Gaïa, la terre-mère, aimerait libérer tous ses enfants. Elle en veut à son fils Cronos de préférer les titans aux cyclopes et hécatonchyres. C'est pourtant elle qui l'avait aidé à prendre le pouvoir, elle qui avait élaboré tout un plan, fourni la faucille et incité Cronos à castrer Ouranos. Mais Cronos règne à présent sans partage, et Gaïa doit se soumettre à lui, qu'elle le veuille ou non. Gaïa accepte ainsi le règne cruel de son plus jeune fils, tout en sachant qu'une malédiction pèse sur Cronos depuis l'émasculation de son père Ouranos. À savoir qu'un jour, il subira le même sort que lui. Gaïa éprouve une profonde satisfaction à l'idée que son fils soit lui aussi détrôné par l'un de ses enfants. Les titans sont la deuxième génération des dieux. Cronos a 11 frères et sœurs. Cela fait en tout
12 titans, 6 titans masculins et 6 titanides, comme on appelle les titans féminins. Et parmi eux, des couples se forment. J'avais déjà évoqué l'inceste chez les dieux dans le premier épisode, vous savez donc qu'ils n'obéissent pas tout à fait aux mêmes règles que nous les humains. Des couples de titans se forment donc, comme par exemple le titan Océanos, le dieu des océans, et sa sœur Thétis, déesse des eaux primordiales. Ils engendrent 3000 filles, les océanides, nymphes de l'océan, et 3000 fils, les fleuves du monde entier. Un autre couple sont Théia et Hypérion, qui ont 3 enfants très importants. Hélios, le soleil, Éos, l'aurore, et Séléna, la lune. Enfin, Cronos se marie avec l'une de ses sœurs, Rhea. Et Rhea, contrairement à Cronos, est très douce. Elle l'aime, elle admire son célèbre mari et tombe rapidement enceinte de leur premier enfant. C'est une fille. Elle s'appellera Hestia. Mais Cronos pense à la prophétie de ses parents. Un jour, il va être détrôné par son enfant, comme Ouranos avait été détrôné par lui. Ce nourrisson n'est donc rien d'autre qu'une menace à supprimer. Ainsi, dès que sa femme pose le bébé dans ses bras, il n'en fait qu'une bouchée. Rhea est sous le choc, désemparée. Mais elle n'ose pas s'opposer au plus puissant des dieux. Dans les années qui suivent, elle lui donne encore 4 enfants, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. Ils seront tous dévorés par leur père à la naissance. C'est seulement une fois Cronos repu de 5 enfants que Rhea sort de sa torpeur. À l'annonce de sa 6e grossesse, elle panique. Elle supplie sa mère Gaïa de l'aider. Gaïa en a encore après son fils d'avoir enfermé ses autres enfants, et elle est donc toute disposée à lui prêter main forte. Elles décident ensemble de cacher le dernier-né en Crète. Les nymphes peuplant ces contrées élèveront l'enfant en cachette. Le berceau sera dissimulé dans une grotte sous le mont Ida. Rhea fait également appel aux curettes, un peuple de démons armés jusqu'aux dents pour faire diversion à l'entrée de la grotte. Pour couvrir les cris du nourrisson, ils vont hurler, danser et frapper leurs armes contre leurs boucliers. Quand enfin naît le 6e enfant, Rhea le baptise Zeus. Elle le confie immédiatement à Gaïa pour l'amener en Crète. En échange, Gaïa lui donne un caillou, enveloppé dans des langes. Cronos, sachant la naissance de son dernier enfant imminente, demande qu'on le lui remette. Rhea lui tend le caillou à la place. Cronos, d'habitude plutôt rusé, tombe dans le panneau. Il avale le caillou à la place de Zeus. Zeus grandit donc en Crète, caché dans une grotte sous le mont Ida. Les nymphes l'abreuvent de nectar, d'ambroisie et le nourrissent de miel. Il boit aussi le lait de la chèvre Amalthée. Zeus gardera sa nourrice en souvenir pour toujours. Amalthée lui offrira une de ses cornes, qui deviendra la légendaire corne d'abondance. Certains disent que Zeus créa la constellation du Capricorne en son honneur. D'autres avancent que cette dernière représente plutôt Pan, être mi-homme, mi-bouc, avec qui Zeus aurait grandi tel un demi-frère.
Zeus grandit et devient vite un bel homme bien bâti. Il fait bientôt la connaissance d'une jeune déesse, Métis. Métis est une océanide et déesse de la sagesse et de la ruse. Elle est plus âgée que Zeus et l'initie à l'amour et à l'art de la séduction. Zeus va s'en servir allègrement, car Métis n'est que la première d'une longue série de conquêtes féminines divines ou humaines. Il utilisera toute forme de ruse et de mascarade pour coucher avec elle, consentante ou non. Mais, pour le moment, Zeus est encore très jeune, innocent et fou amoureux de Métis. Il se confie à elle et lui raconte son histoire, lui parle de sa mère, Rhea, de son père, Cronos, et de sa fratrie engloutie. Une idée germe alors dans l'esprit de Métis, déesse de la ruse, n'oublions pas. Elle lui dit « Attends-la ». Puis elle part et revient avec un bouquet de plantes aromatiques et lui propose la chose suivante. Prends ces herbes et demande à ta mère de préparer une décoction vomitive. Mélange le tout avec du miel pour que ça ait meilleur goût et fais en sorte que Cronos le boive. Zeus en parle à Rhea. Enchantée par le plan, elle lui donne tout de suite le poison. Ils se rendent ensemble au palais de Cronos et présentent Zeus comme le nouvel échanson. Petite parenthèse, en échanson, c'est une sorte de servant qui sert les boissons à un roi, par exemple. J'ai appris un nouveau mot ici, même Marion, qui m'aide à traduire, ne connaissait pas ce mot. Zeus peut alors facilement verser le vomitif dans un verre de Cronos. Il boit et vomit aussitôt la mixture avalée. Puis, Cronos recrache tout. En premier, le caillou que Gaïa lui avait donné au lieu de Zeus. S'ensuivent tous les frères et sœurs de Zeus, Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. Cronos est furieux lorsqu'il se rend compte de la supercherie. Dès qu'il reprend un peu de force, il convoque ses frères titans et lance une traque sans merci contre Zeus et les jeunes dieux libérés. Une guerre éclate. Celle-ci durera plus de 1000 ans. On l'appelle la titanomachie. C'est de cette guerre et des batailles entre dieux qu'il sera question la prochaine fois. Je voudrais revenir sur ces 2 premiers épisodes. Vous avez probablement remarqué la similitude. Les 2 pères, Ouranos et Cronos, empêchent leurs enfants de naître. Par la ruse de la mère, le plus jeune fils se défend, d'abord Cronos, puis Zeus, et il libère ses frères et sœurs de leur ventre, d'abord celui de Gaïa, puis celui de Cronos. Cela m'a également fait penser à un conte des frères Grimm qu'on m'a lu quand j'étais petite, en Allemagne du coup. Le loup et les 7 petits chevreaux. Je ne sais pas s'il est très connu en France, mais dans ce conte, une vieille chèvre laisse ses petits chevreaux seuls à la maison. Le méchant loup arrive et les mange tous, sauf le plus jeune, qui se cache dans l'horloge du salon. Lorsque la mère revient, ce jeune chevreau lui raconte ce qui s'est passé et ensemble ils ouvrent le ventre du grand méchant loup. Les petits chevreaux en sortent indemnes, puis ils remplissent à nouveau le ventre avec des pierres à la place. Personnellement, je trouve que la ressemblance est frappante. Voilà, et c'est sur cette petite digression dans le monde des contes que je termine cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le recommander et en parler autour de vous. Je suis Sophia. Je vous remercie pour votre écoute. Que les dieux soient avec vous.